9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Je laisse la main à Louis Dauphren pour le débat du jour qui se poursuit, qui commence et qui va durer jusqu'à 10h. Bonjour Louis et bonne journée à tous. Bonjour Étienne et merci. On vous retrouve demain à partir de 6h30. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 3 ans de guerre en Ukraine, que nous est-il permis d'espérer ? On va en parler avec nos débatteurs. La santé du pape François, quelles questions se posent en ce moment que nous vivons ? Et puis on parlera aussi d'immigration et de sondage. 70% des Français jugent qu'il y a trop d'étrangers, mais que faut-il entendre par là dans le contexte que nous connaissons ? Anne Soupin et Carole Sabat pour en débattre. Anne Soupin, écrivain bibliste. Bonjour Anne. Bonjour. Et Carole, avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Bonjour Carole. Bonjour lui. Et donc les 3 ans de guerre en Ukraine qui, avec cet anniversaire, laissent peut-être espérer une nouvelle situation qui se met en place, un nouveau paysage diplomatique avec ce qui peut se passer aux États-Unis, Donald Trump, Emmanuel Macron, l'envoi éventuel d'une force de maintien de la paix européenne, et puis un marchandage, ou plutôt un accord, une perspective d'accord entre les États-Unis et puis les Ukrainiens, la Russie, sur les minerais, en particulier la disponibilité des terres ukrainiennes en échange, en compensation de l'aide américaine. On ne va pas forcément esquisser les contenus des accords d'un point de vue diplomatique, mais on peut essayer de se situer par rapport au moment que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'une nouvelle ère est en train de s'ouvrir, estimez-vous, Carole ? Absolument, absolument. Et ça, cette nouvelle ère, en fait, on l'a pas vue ni au niveau européen, ni au niveau ukrainien, ni au niveau, je dirais, international. Et cette nouvelle ère, c'est pas que Trump 2. C'est tout ce qui se passe derrière, en fait, la machine de Trump, en fait, cette révolution conservatrice qui se met en place, qui est une contre-révolution par rapport, en fait, à la révolution libérale, ultra-libérale qui s'est mise en place avec la mondialisation et tout cet aspect-là. Et donc, il y a un retour, quelque part, en fait, d'une forme de conservatisme et donc d'une forme d'alliance. Et donc, qui n'était pas cachée, d'ailleurs. Et d'alliance entre qui et qui ? Entre la Russie, qui prône, justement, en fait, ses valeurs conservatrices, et l'Amérique de Trump, qui est très conservatrice aujourd'hui, qui aussi prône un certain nombre de valeurs conservatrices. Donc on a une sorte un peu d'arc, je dirais, international, qui commence en fait par la Russie, en passant par la Hongrie, en passant par les différents, je dirais, ultra-droites en fait qui se sont installés en Europe, jusqu'aux États-Unis et jusqu'à l'Argentine, etc. Ça, c'est un peu le constat qu'on n'a pas vu venir. En fait, ce qui est actuellement, si on doit faire le bilan, moi je dirais quelque part, en fait, bon, je partirais de la phrase de Trump, en fait, qui résume tout, quelque part, quand il a dit que cette guerre n'aurait dû jamais commencer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Européens... Et que lui l'aurait évité. Et que lui, s'il était en poste, en fait, il l'aurait évité. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Après, en fait, on peut toujours faire des scénarios. Ça coûte rien de le dire. Mais qu'est-ce qu'elle révèle ? Elle révèle aujourd'hui, peut-être, en fait, d'un point de vue géopolitique, géostratégique, une volonté des États-Unis de revenir vers une situation où la Russie est considérée comme un adversaire et non pas un ennemi, et de faire sortir la Russie, quelque part, en fait, de cette alliance contre nature, quelque part, entre elle et la Chine et les autres pays du BRICS. Donc à mon avis, la Russie de son isolement ou de sa position. Justement, il n'y a pas d'isolement en fait. Aujourd'hui, si on fait le bilan très rapidement, il y a 3 erreurs à mon avis qui ont été commises. La première erreur, en fait, c'est les Russes. Les Russes ont fait l'erreur quelque part que une opération spéciale un peu style Tbilissi, c'est-à-dire avec un grand défilé de chars, en fait, suffit de faire tomber le régime ukrainien et de ne pas. Alors, ça, c'était l'erreur militaire. Et rapidement, ils ont compris qu'ils doivent se mettre en place dans une situation d'économie de guerre et dans une guerre d'usure. Et les Russes sont très forts dans la guerre d'usure, en fait. Et ils ont appliqué les mêmes principes et les mêmes méthodes, je dirais, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, au niveau économique, la Russie, en fait, elle s'est installée de nouveau. Elle a réussi avec les BRICS, avec la Chine, avec la Turquie, avec un certain nombre de puissances internationales à contourner les sanctions. Donc, les sanctions européennes étaient mauvaises. Et troisième élément, en fait, pour la Russie, qui est l'élection de Poutine, de nouveau. On peut considérer que c'est une élection, en fait, qui n'est pas forcément, en fait, une élection démocratique ou pas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il a une légitimité politique, je dirais, interne, puisqu'il a réussi, quelque part, à dépasser le problème Wagner et les autres crises et fractures internes. Au niveau ukrainien, en fait, le bilan est beaucoup plus lourd. Et l'erreur ukrainienne était essentiellement de concevoir que la Russie allait accepter dans son espace naturel d'installer à ses frontières directement, qui la menace, l'OTAN. Et donc, le jusqu'au boutisme, quelque part, ukrainien, en ne voulant pas rentrer
rentrer dans les négociations, et ça c'est l'erreur des Européens aussi, parce qu'aujourd'hui ça, ils le payent aujourd'hui. On revient à quoi? Aujourd'hui, l'Europe est écartée, l'Ukraine est écartée, elle a perdu toute légitimité en fait en termes, même le président Zelensky, hier la Rada, le Parlement ukrainien a voté une résolution qui était proposée en fait par le parti du président pour qu'elle soit votée pour lui donner une nouvelle légitimité, parce qu'en fait il n'est plus président, je dirais, élu en tant que tel, donc il n'a plus de légitimité démocratique à la fois pour négocier, et cette résolution en fait elle a failli. Donc aujourd'hui, non seulement les Européens sont écartés, mais les Européens sont en train de manger un peu leur chapeau quelque part, parce qu'ils ont été écartés des négociations en Arabie Saoudite, ils ont été écartés. Mais ce qu'a fait hier le président Macron, il a réussi à faire un tour de force très important, de se présenter directement, ce qui n'était pas évident devant un Trump, en fait, qui est toujours très intrusif et disruptif. Mais en même temps, en fait, tout ce que l'Europe a dit, aujourd'hui, elle est obligée de faire le contraire. Le départ de Poutine, en fait, la guerre jusqu'au bout, la Russie qui doit perdre ou l'Ukraine qui doit vaincre. L'Europe mange son chapeau. Anne Soupa, votre appréciation? Je trouve que derrière toute votre analyse, qui est très fine, il y a simplement un jeu géopolitique. Bien sûr. L'Amérique veut se présenter face à la Chine dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec l'alliance, le soutien de la Russie. C'est ça son premier calcul, je crois. Voilà. Et quant aux Européens, quant aux Ukrainiens, la question se pose, c'est une question tragique. Est-ce que la géographie est un destin? Est-ce que le fait d'être à la frontière russe est un destin pour toujours? Ou est-ce que les peuples ont le droit de s'autodéterminer et de choisir leur camp politique et leurs valeurs? Ça, c'est une question tragique. Et à laquelle, voilà, à laquelle on ne sait pas répondre aujourd'hui parce que les faits ont tendance à nous démentir dans nos choix. Et l'Ukraine devra peut-être se soumettre. Bon. Mais pour moi, la réponse consiste dans une union des pays européens. C'est, à mon avis, la seule sortie vers le haut que nous puissions espérer pour répondre à la question de Louis. Est-ce que nous y arriverons? C'est pas du tout sûr. Mais estimez-vous que, Anne Soupa, que l'Europe doit se déjuger aujourd'hui, que finalement elle doit, comme dit Carole, manger son chapeau? Ah, je crois pas qu'elle doive se déjuger. Non, je crois pas, parce que on va vers des négociations. Mais si la guerre avait duré encore, je ne sais pas si la Russie aurait été dans une position si favorable, parce qu'elle est fatiguée aussi de cet effort de guerre. Mais ça, c'est un pari beaucoup trop risqué pour être joué. Donc, je crois que la paix est une solution raisonnable, mais peut-être pas à n'importe quelle condition. En fait, les négociations de paix, et ça, Metternich disait dans le temps, en fait, que toute négociation de paix prépare une nouvelle guerre. Donc, de quelle paix on parle? Lorsqu'on voit très bien qu'aujourd'hui, ce qui s'applique au niveau international, moi, ce que je fais, je suis en train de faire des constats. Je prends pas position, ni pour je suis avocat, ni pour le respect, en fait, des principes du droit international, etc. Mais lorsqu'on voit que ce qui s'applique aujourd'hui, ce que cherche à appliquer, en fait, Trump, en fait, et ça revient dans ses discours, c'est la doctrine Monroe. Et la doctrine Monroe, en fait, de ce président américain du début du 19e siècle, qui, justement, pour justifier l'expansionnisme américain sur le territoire à l'encontre de l'Europe, je dirais, à l'époque colonialiste, et autres, voulait, en fait, un expansionnisme sur l'ensemble, en fait, du continent américain, qui aujourd'hui reprend dans le même discours, en fait, du président Trump, quand il parle, en fait, de Groenland, quand il parle, en fait, de Panama, il en parle quand il parle du Canada. Il en parle dans le cadre de cette doctrine Monroe. La doctrine Monroe a été en plus augmenté par Roosevelt en début du XXe siècle. Et je vais citer juste Roosevelt quand il dit « Les États sont égoïstes. Les États sont égoïstes et cherchent principalement à défendre leurs intérêts, usant si besoin de la force. » Ça vous rappelle quelque chose ? C'est la Russie qui a fait en fait son invasion en Ukraine. C'est exactement, en fait, ça justifie ce type de situation. Et aujourd'hui, donc, on est un peu dans ce constat-là, c'est-à-dire d'un volontarisme politique qui se veut isolationniste, mais qui est en même temps interventionniste, mais qui va
imposer une guerre, en fait, une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, selon Trump, une paix qui est différente, en fait, de celle que l'Ukraine avait imaginée et que les Européens imaginaient. Et justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et on n'a pas en fait, les points qui sont discutés aujourd'hui, qui sont pratiquement actés, c'est premièrement la levée des sanctions contre la Russie. Et là, Trump, en fait, a dit qu'il était favorable dès à présent. Déjà, ils étaient très contournés. Deuxième point, les garanties militaires, c'est-à-dire tout le mémo que le président Poutine avait proposé, et les 10 points, en fait, qui avaient été proposés à Macron et à Scholz avant le déclenchement de la guerre, et qui a été refusé par Biden et par l'OTAN, entre guillemets, pour que, justement, aller dans une position radicale. Aujourd'hui, toutes ces garanties militaires sont acquises pour la Russie. Et ça donc, veut dire pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine. pas d'adhésion. D'ailleurs, en fait, le président Trump a dit clairement qu'il voulait aucunement, en fait, de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Troisième élément, c'est justement en relation avec l'OTAN. En fait, il n'y a aucune adhésion. Les armes stratégiques, en fait, les systèmes d'alerte qui vont être mis en la neutralisation, en fait, de l'Ukraine. C'est-à-dire, et puis le 1/5, il faut pas oublier, le 1/5 aujourd'hui de l'Ukraine, c'est-à-dire, en fait, de son intégrité territoriale, va rester entre les mains de la Russie. Et ce 1/5, c'est le 1/5 qui est considéré comme étant, parce qu'on sait très bien que l'Ouest, alors, est-ce qu'on peut parler toujours d'une économie ukrainienne et d'une industrie, mais c'était l'Est était la partie en fait la plus riche et la plus industrielle, alors que l'Ouest était moins pauvre. Donc en fait aujourd'hui, une grande partie de l'Est ukrainien est dominée par la Russie et va rester dans le cadre de ces accords. Et donc tout ce système-là est un droit de regard sur toute en fait force peut-être européenne qui va s'installer. Et là, le président Macron, je disais en fait, a réussi à faire un tour de force hier, mais c'était une scénarisation, un peu, ni plus ni moins, parce que c'est exactement le contraire de ce que les Européens disaient jusqu'à hier. C'est Donald Trump qui l'a fait venir à Washington. Ah, complètement. C'est une, à mon avis, c'est très bien. C'est lui parce qui l'a qu'en convoqué. fait, la présence européenne est bien, en fait, que le président Macron soit là-bas, mais c'est le contraire de ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, en fait, qui va se passer, malheureusement. Peut-on regarder les choses, Anne Soupard et Carole Sabat, sous l'angle de l'orthodoxie, sous l'angle de l'Église orthodoxe? Est-ce que la foi peut être partant, supérieure? Une question, est-ce que la foi peut être supérieure à l'identité? Autrement dit, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait des réconciliations au-delà des antagonismes qui ont pu se créer, qui sont très forts? Moi, je pense que c'est nécessaire. Moi, je pense que c'est très nécessaire. Peut-être Anne Soupard. Je pense qu'il y a des choses irréconciliables au niveau religieux, mais vous êtes plus compétent que moi, Carole, pour le dire. La position du patriarche Kirill et la position des églises ukrainiennes, les deux positions sont radicalement différentes. Bon, est-ce qu'elles pourront se retrouver un jour ? Je ne sais pas. Voilà, ça me paraît pas une certitude. Et en ce qui concerne le plan russe que vous avez exposé, ce sont les demandes russes. Mais est-ce que la Russie va obtenir tout ça? Dans une négociation, on demande toujours beaucoup plus que ce qu'on peut obtenir. Alors effectivement... Est-ce qu'il y aura négociation? C'est ça la question. Avec Trump, pour moi. L'accord est déjà scellé apparemment en fait en Arabie Saoudite. On n'a pas les termes exacts. La neutralisation de l'Ukraine... C'est tous les éléments. L'absence de rentrée de l'OTAN, la neutralisation à travers des systèmes d'alerte, un droit de regard que hier Macron a accepté. Un droit de regard, c'est-à-dire s'il y aura une force européenne qui va aller en fait sur le territoire ukrainien pour justement en fait départager les lignes de front, il y a un droit de regard russe en fait sur la composition de cette force, son armement, etc. Donc on est dans un accord qui est déjà scellé. Poutine n'est pas opposé au déploiement de cette force. Absolument. Oui, il a donné son accord hier. Mais j'ai entendu que la Russie avait déclaré qu'elle acceptait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Donc là, on a quand même... Je suis pas certain. Mais j'ai entendu cette position-là. Moi, je ne crois pas en la neutralisation de l'Ukraine. Je crois que là, il y aura une résistance. Mais le problème me paraît être que je ne suis pas sûr que Trump, en reprenant texto le langage de Poutine, je ne suis pas sûr que Trump négocie un bon accord. Bon accord, je veux dire un accord juste qui ne se retournerait pas contre l'Amérique en termes de discrédit, qu'on peut l'accuser d'avoir bradé, d'avoir fait un mauvais accord. Donc je crois qu'il faut qu'il fasse attention à ne pas trop lâcher de manière à garder son prestige politique. L'Ukraine a, en tout cas, puisqu'on parlait justement d'adhésion à l'Union européenne, semble-t-il, le Kremlin a accepté l'idée que l'Ukraine pouvait user de son droit souverain à adhérer à l'Union européenne, mais pas à l'OTAN.
C'est Ouais. ça. Oui, Ça, c'est, à mon avis, en fait, c'était pas ceux qui s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne sont la réglementation de l'Union européenne, qui est très rigoureuse. On voit très bien comment, par exemple, la Turquie, qui depuis les années 60 négocie son entrée. Donc, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour, en fait, directement. Ça, c'est des vœux pieux, en fait. Mais à vrai dire, ça a des conséquences pour l'Union européenne, qui va devoir peut-être financer le redressement de l'économie ukrainienne. Tout à fait. C'est des conséquences très importantes. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple l'accord sur les ressources naturelles qu'essaie d'imposer Trump en fait à l'Ukraine, en essayant en fait d'obtenir une partie des richesses naturelles en fait de l'Ukraine, vont avoir des conséquences sur l'ensemble de l'Union européenne. Et puis la question en fait de l'élargissement de l'Union européenne, c'est une question qui est débattue aujourd'hui en Union européenne, qui fait pas du tout de l'unanimité. Il y a une vraie fracture à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut pas le dire. Et aujourd'hui, on récolte une absence de vision sur un certain nombre de choses. Le général de Gaulle, quand il a parlé en fait de l'importance d'une défense commune européenne, il n'a pas parlé en fait de cela dans une logique et dans une vision fédéraliste, mais dans une logique qui respecte en fait les États-nations, qui respecte la géopolitique en fait de l'ensemble de ce continent et de la nécessité. Ce que disait, moi je ne défends pas du tout Poutine, au contraire, je pense qu'il y a eu des erreurs et des erreurs tragiques de part et d'autre qui ont été commises. Mais on peut pas, ce que disait Hubert Védrine tout le temps, ce que dit Dominique, qui sera notre invité vendredi. Dominique de Villepin, qui dit tous ces grands, je dirais, de la politique étrangère française, ils disent on peut pas déplacer la Russie, elle est là géopolitiquement. En fait, c'est une force géostratégique. Vous ne m'avez pas répondu, Carole. Il nous reste 2 minutes avant les infos. Vous ne m'avez pas répondu, ni même Anne, sur la question quand même de l'orthodoxie, de la foi, des remises en cause que cela appelle pour les chrétiens qui peuvent peut-être jouer un rôle dans cette réconciliation, si réconciliation il doit y avoir et que l'on peut espérer. On parlait ce matin des familles russes et ukrainiennes qui sont divisées au sein même des frères et des sœurs qui ne se parlent plus depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer, Carole? Est-ce que l'Assemblée des évêques orthodoxes a pris position là-dessus? Pas encore. En fait, c'est encore, je dirais, c'est trop chaud. Je veux dire aussi, c'est quelque part, en fait, c'est tragique ce qui s'est passé. En fait, les millions de déplacés, de victimes ukrainiennes, mais aussi des familles russes qui sont endeuillées. Tout ça, ça crée. Vous pensez pas qu'aujourd'hui, dans le monde globalisé de l'image, de l'information, que les gens n'ont pas un minimum de sens critique pour juger d'une manière ou d'une autre ceux qui étaient en fait responsables de part et d'autre de cette guerre et de cette tragédie qui aurait pu et qui aurait dû, à mon avis, être évitée. Sinon, la logique des va-t-en-guerre, en fait, de part et d'autre qui a été dominée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de réconciliation. Et ce travail de réconciliation doit être fait par des acteurs de paix qui n'ont pas été les acteurs de guerre, que ce soit dans les instances religieuses. On les connaît, il y a des noms ou pas? Il y a toujours des noms, en fait. Il y a des gens qui se manifestent pas forcément. Forcément, en fait, il y a des gens qui ne se manifestent pas en temps de guerre, parce qu'en temps de guerre, il y a une logique impériale en Russie, comme cette logique impériale existe aussi, en fait, en Ukraine. C'est-à-dire que les choses se décident en haut, quelque part. On l'a vu dans l'Empire romain, on l'a vu dans l'Empire byzantin, on l'a vu dans l'Empire ottoman, on le voit dans les néo-empires d'aujourd'hui. Comment cette logique fait taire un peu tout. Mais ça ne veut pas dire que la contestation, ou du moins, en fait, les gens qui étaient opposés à cette guerre, en fait, ne sont pas là. Alors après, comment hiérarchiser les choses et mettre en place une logique de pacification, c'est tout le débat aujourd'hui. Mais je pense que c'est nécessaire. Et c'est une perspective, évidemment, dont on pourra peut-être parler très très rapidement en 10 secondes. Oui, je crois qu'un des acteurs de la réconciliation pourrait être la papauté. Le Vatican a été extrêmement distant dans son engagement envers l'Ukraine et peut-être que maintenant, effectivement, il a un rôle qu'il pourrait jouer. Merveilleuse transition, Anne Soupa, puisque justement, on va parler du pape François dans un instant, après les infos qui vous sont présentées par Cécile Mérieux dans 2 minutes. Planisphère, Pierre Verluise. Comment Yves Lacoste est-il devenu le père de la géopolitique française, voire de la géostratégie? La réponse, cette semaine, dans Planisphère. Planisphère, tous les mardis à 18h30 et le samedi à 9h30. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers? Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis. La Maison de la Fenêtre,
Un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03. Certifié Qualibat et RGE. Des frais de santé bien remboursés et pas trop chers, efficaces, la Mutuelle Saint-Martin propose des options adaptées à tous les budgets. Des remboursements sous 48 heures et un suivi en ligne. Elle se charge de résilier votre mutuelle actuelle. Fraternelle, elle répond à vos demandes par téléphone. Une adhésion sans condition d'âge ni examen médical et à partir du 3e enfant, les autres cotisations sont offertes. D'inspiration chrétienne, elle est ouverte à tous. Mutuelle Saint-Martin, efficace et fraternelle depuis 75 ans. Devis au 03 28 76 36 34 ou mutuellesaintmartin.fr. Radio Notre-Dame, nos émissions vont reprendre. À 9h30, un point sur l'info avec Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour, les alliés de l'Ukraine espèrent un tournant après plus de 3 années de guerre. Ils s'opposent à un accord qui équivaudrait à la capitulation de Kiev et accueillent la position de la Russie. Elle se dit ouverte à une participation européenne dans le règlement du conflit. Emmanuel Macron s'est rendu à Washington pour essayer d'infléchir la position de Donald Trump hier. Le président français a rappelé à son hôte l'investissement de l'Europe dans l'aide apportée à l'Ukraine à hauteur de 60% de l'effort total. Cependant, Emmanuel Macron repart sans promesse ferme, notamment de protection américaine pour les troupes que les Européens sont prêts à déployer en Ukraine une fois la paix conclue. Les États-Unis se sont alliés hier à la Russie lors de votes sans précédent à l'ONU sur le conflit ukrainien. Ils poussent l'idée d'une paix rapide sans condamnation de Moscou ni défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En parallèle, hier, Volodymyr Zelensky, présidait à Kiev un sommet avec une vingtaine de dirigeants étrangers. Il réclame une paix réelle et durable. Le président ukrainien propose à Moscou un échange de tous les prisonniers de guerre comme premier pas vers la paix. En France, François Bayrou lance une charge contre l'Algérie 2 jours après l'attentat de Mulhouse. Le Premier ministre juge inacceptable le refus d'Alger de reprendre l'assaillant sous OQTF. Il menace d'engager des mesures de rétorsion, notamment sur les visas. Deuxième journée de procès de Joël Le Squarnec. L'ancien chirurgien est jugé par la cour criminelle du Morbihan pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes. La personnalité du septuagénaire est sondée aujourd'hui avec notamment le témoignage de son ex-épouse et de leurs 3 enfants. Enfin, la direction des grandes entreprises se féminise très progressivement. Les instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 étaient composées à presque 28% des femmes en 2024. C'est 2 points de plus qu'en 2023, selon une étude publiée aujourd'hui par l'Observatoire Schema. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence d'Anne Soupa, écrivain et bibliste, et de Carole Sabat, avocat, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. On va parler de la santé du pape François. Je me suis trompé, Carole ? Oui, je ne suis pas président encore. Ah, pas président, porte-parole, je dis. Oui, Monseigneur Démétrios ne sera pas très content. Écoutez, s'il nous écoute ce matin, qu'il participe d'ailleurs à notre émission, puisque direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com vous permet de poser vos questions, faire valoir vos remarques au cours de ce débat. La santé du pape François est toujours fragile, mais il y a une légère amélioration, nous dit-on, puisqu'on sait qu'il est hospitalisé pour une double pneumonie. Il reste dans un état critique, mais donc c'est le terme de légère amélioration qui prévaut ce matin. Il a 88 ans. On sait qu'il a repris ses activités en téléphonant au curé de la paroisse de Gaza pour lui exprimer son soutien paternel, ce qu'il fait d'ailleurs régulièrement. Et puis, il a aussi, une autre source vaticane a indiqué également qu'il est en mesure de se lever et de se nourrir normalement, qu'il ne souffre pas, qu'il garde le moral. Voilà, mais on surveille quelque peu les choses. En tout cas, les médias, évidemment, surveillent les choses pour savoir comment elles vont évoluer. Pour ce qui nous concerne, on se pose un peu la question de savoir dans quelle nouvelle séquence l'Église catholique entre-t-elle, sachant qu'on a déjà eu des précédents papes qui ont vécu très différemment leur fin de règne, si on peut utiliser cette expression, que ce soit Jean-Paul II ou que ce soit Benoît XVI. Carole Sabat, Anne Soupa, voulez-vous reprendre ? Moi, cette période m'invite surtout à me souvenir de tout ce que ce pape a déjà apporté, surtout dans ses premières années. Et c'est pas quelque chose qui m'attriste au sens
que je ne sais pas s'il va s'en sortir ou pas, ça c'est pas la question, mais rien que sa maladie me fait revenir surtout sur les premières années, sur tous les messages qu'il a envoyés envers les pauvres, envers les migrants, envers où il les exclut, cette simplicité, cette manière très 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 humaine d'aborder sa fonction. Voilà, moi c'est ça qui pour le moment me tient. Et puis cette question quand même très difficile que s'il se remet, il va être dans une situation de grande fragilité et il est légitime qu'il se pose la question de sa renonciation. C'est une question tout à fait légitime. Alors comment l'abordera-t-il ? Et peut-être que ça imprimerait un tournant sur la fonction pontificale. Peut-être que ça induira l'idée qu'un jour ou l'autre, les papes doivent prendre leur retraite. Voilà, c'est une idée un peu nouvelle, qui a été initiée avec Benoît, mais qui, si elle se confirme avec François... Avec un précédent historique aussi. Voilà, elle rentrera dans les habitudes. Vous voulez dire que donc il y a une sorte de jurisprudence, et donc les papes, si jamais lui prend cette décision, ça va inscrire une forme d'habitude. Oui. C'est ça. Que vous appelez de vos voeux, ou vous estimez que ça rentre dans la logique des choses ? Je pense que c'est la logique des choses. C'est dur de demander à un homme de 88 ans tout ce qu'on lui demande. Et je pense que c'est tout à fait logique qu'il passe la main. Voilà. Ça me paraît humain, simple et rationnel. Comment, Carole Sabat, d'ailleurs, sur cette question de la renonciation que soulève Anne Soupa, comment les orthodoxes se situent-ils ? Comment ont-ils justement apprécié ce qu'a fait l'Église catholique ? Et y a-t-il des dispositions comparables ? Il n'y a pas de dispositions comparables parce que, encore une fois, le principe ecclésiologique et le principe théologique, je dirais, quand un évêque, en fait, est élu, quand il a une charge, c'est comme un dépôt que le Seigneur a mis et c'est le Seigneur qui rappelle son dépôt au moment venu. Et donc, en fait, ça, c'est une question aussi de foi, une question convictionnelle. C'est pas qu'une question humaine. Mandat à vie. C'est pas une question de mandat, parce qu'il n'a pas de mandat en tant que tel. Il est l'évêque, en fait, l'épiscope, il est le patriarche, il est quelque part. Quand vous voyez, par exemple, la grande difficulté qu'a aujourd'hui le patriarche de Géorgie, il y a qui est dans une grande difficulté physique, mais qui est dans une présence spirituel, mystique, extraordinaire. Quand il célèbre l'Eucharistie, même aidé par en fait des personnes, il y a une présence qui est très très forte. Donc c'est une question qui ne peut être uniquement regardée sous l'angle, je dirais, d'une fin de vie, de question de fin de vie et d'humanisation quelque part en fait de cette question-là, parce que il y a aussi une sorte un peu de message, il y a une sorte aussi d'anticipation qui se fait à travers la maladie, à travers la difficulté, à travers la fragilité. Et donc le pape Jean-Paul II a été jusqu'au bout de sa maladie. On a vu comment en fait il a été diminué, cette belle figure qui était en fait celle du pape Jean-Paul II. Donc dans l'Église orthodoxe, la question ne se pose pas. C'est-à-dire le patriarche, il y va jusqu'au moment où le Seigneur le rappelle. Il est là en fait pour remplir une fonction, il est là pour remplir une mission que le Seigneur, en partie, sait où elle doit être menée. Et ça veut dire que les patriarches orthodoxes désapprouvent en fait l'idée de renonciation. Ah, complètement. En fait, il n'y a jamais eu de précédent, même dans l'Église catholique. En fait, l'idée est complètement en fait contestée. Il y a eu un précédent avant Benoît XVI, en fait, au 15e, 16e siècle, si je me trompe pas, un autre Benoît d'ailleurs, mais qui a été contesté et ça n'a pas été considéré. Alors, ce qu'a posé quelque part en fait l'acte de Benoît XVI était un acte courageux, mais c'était un acte aussi d'alerte, à mon sens, en fait. Il a voulu envoyer un vrai message d'alerte. Pour revenir un peu à la question, est-ce qu'on est dans un tournant de la papauté? Je ne vais pas rentrer dans les prophéties de Sainte Malachie du 11e, 12e siècle pour parler, en fait, est-ce qu'on est au 112e pape et que c'est le dernier, en fait, des papes? Est-ce que la papauté, en fait, aujourd'hui, elle est menacée? Henri Tinck a écrit un livre, en fait, qui est vraiment très, très intéressant, qui s'appelle Vatican à la fin d'un monde, dans
dans lequel il reprend un peu toutes les problématiques, à la fois, je dirais, de gouvernance de l'Église, les problématiques de crise doctrinale, de scandales sexuels et financiers, et il a posé la problématique, je dirais, de la papauté. Est-ce qu'il y a une mutation? Aujourd'hui, à mon avis, en fait, il est parti du récit à la fois de Jean-Paul II, qui était celui qui a fait tomber la citadelle communiste, c'est-à-dire un peu l'antichrist quelque part, mais aussi du récit de Benoît XVI, qui aussi, à travers sa valeur doctrinale et sa force doctrinale, a voulu aussi faire tomber la citadelle, je dirais, de l'antichrist d'un point de vue théologique et d'un point de vue des valeurs, repositionner les valeurs. En fait, le message de renonciation quelque part à la fin de Benoît XVI était, est-ce que c'était un peu une sorte de message de, comment dire, d'alerte, mais aussi en même temps de non-réussite quelque part. Et donc, vous l'avez Benoît comme XVI, ça, Nsoupa? Benoît XVI, je termine juste vers Bergoglio, parce que Bergoglio était aussi une sorte de respiration pour l'Église. Un premier pape qui vient en fait des périphéries, mais qui reste quand même en fait dans le cadre de la curie, mais qui en même temps était regardé par les progressistes et par les conservateurs. Aujourd'hui, malgré en fait le fait qu'il a fait beaucoup de choses, à mon avis, mais il a déçu à la fois en fait les conservateurs et les progressistes. Et les deux aujourd'hui en fait l'attaquent. Et ce qu'on voit, c'est une reprise en main en fait de la curie en tant que telle. C'est-à-dire tous les problématiques du Vatican qui à un moment donné ont été à travers Jean-Paul II, à travers Benoît XVI, on voulait les écarter. On arrive à un tournant aujourd'hui vers où va la papauté. Indépendamment, bien sûr, on fait des vœux de longue vie pour François. Bien sûr, on parle de l'institution en tant que telle. Nsoupa. Je crois que les orthodoxes sont des saints, alors que les catholiques sont des pécheurs. Parce que pendant la fin de règne de Jean-Paul II, il s'est passé beaucoup de turpitude dans l'Église catholique, beaucoup de passe-droit, beaucoup d'abus de la part de la curie, et je pense que le visage officiel, c'est un peu comme la rencontre Trump-Macron d'hier. Officiellement, c'était magnifique la fin de Jean-Paul II. Il s'occupait des malades. Enfin, il donnait un message très fort aux malades par sa fragilité. C'était magnifique à voir, mais les coulisses n'ont pas été belles, pas du tout. Donc moi, je suis plus rationnelle et je pense que la mystique que je chéris par ailleurs, je crois que c'est un acte mystique que d'accepter ses limites. Mais les de coulisses renoncer. n'ont pas été belles, pas parce qu'en fait il était dans cette fragilité. Même quand il n'était pas dans cette fragilité, les coulisses n'étaient pas belles non plus. Elles avaient commencé à, donc, en fait, à se manifester, c'est vrai. Mais elles se sont amplifiées. Même avant, du temps de Jean-Paul Ier, et même avant, je dirais, en fait, les luttes qui ont été faites. Mais quand vous dites, soyez précis, quand vous dites les coulisses n'étaient pas belles, vous visez quoi particulièrement? Je vise les cardinaux, secrétaires d'État qui avaient pris un pouvoir extrême à ce moment-là. Bon, et je crois que on a payé après. François a payé après le prix de la fin de règne de Jean-Paul II. Donc vous voulez dire que si le pape François a recentralisé, s'il a repris les choses d'une main vigoureuse, c'est parce que la fin de vie de Jean-Paul II a été difficile et qu'il a laissé le pouvoir se disperser. En bonne part, il n'y a pas que ça. Comme vous le remarquez, Carole, ça avait commencé bien avant. Les dérives avaient commencé. Mais elles ont atteint un point assez insupportable. La preuve, c'est que François a consacré plusieurs années de son pontificat à essayer de nettoyer, le terme n'est pas très beau, mais il dit quand même ce qu'il veut dire, à essayer d'assainir la curie. Donc moi, je pense qu'un homme en bonne santé, en vigueur et avec un regard, avec un discernement assez pointu, est nécessaire à cette fonction et qu'il est sage de renoncer. Moi, ce que je veux dire, c'est que toute institution, en fait, mon point n'était pas uniquement, en fait, de regarder, en fait, la personne du pape ou la personne, en fait, du patriarche comme étant une personne humaine. Bien sûr, il y a la dimension humaine, mais il y a la dimension aussi mystique. Mais indépendamment de cela, en fait, il y a la question aussi de l'Église comme institution. Et toute institution qui se détache de ses objectifs, de sa mission en tant que telle, devient un pouvoir. Et donc, c'est ça le vrai, aujourd'hui, challenge, c'est ça le vrai défi pour toutes nos églises, pas uniquement, vous disiez, en fait, Anne, que les orthodoxes sont des saints. Loin de là. Heureusement, en fait, il y a des pécheurs dans l'Église orthodoxe parce que tout pécheur est un saint potentiel et inversement. Mais Anne vous dit, Carole, vous dit que le fait de renoncer à une dimension mystique. Justement, qu'est-ce que vous dites de ça? Non, moi je pense en fait c'est un acte mystique, c'est ce que vous avez dit, acte mystique. Tiens, oui.
Je pense en vous fait dites que le contraire, les deux doivent aller de pair. Je dirais quelqu'un en fait qui a le discernement, un primat d'une église, qui a le discernement de ce qu'est à la fois sa fonction en tant que primat, c'est-à-dire d'une église, et l'église n'est pas une institution humaine, c'est une institution divino-humaine. Et donc si on ne prend pas en considération la double dimension divino-humaine de l'église, on tombe dans beaucoup mais elle l'apprend. Quand elle dit c'est un acte mystique, elle ne récuse pas, enfin je parle à votre place, elle ne récuse pas la dimension divine de l'église. Justement, en fait, à mon avis, la renonciation n'est pas forcément en fait un acte mystique. Un acte mystique, c'est de pouvoir en fait continuer dans la fonction qui est celle d'un primat. Un saint, en fait, qui est retiré dans le désert, un moine, en fait, qui vit, je dirais, cette dimension-là, il n'a pas les mêmes fonctions liturgiques institutionnelles qu'un primat d'église. Un primat d'église, il doit conduire son troupeau, et donc il a une responsabilité à la fois vis-à-vis de son troupeau, mais il a une responsabilité vis-à-vis du Seigneur. Donc cette tension, en fait, qui doit continuer à l'animer jusqu'à la fin de sa vie, est une tension qui est hyper importante. On ne peut pas détacher l'une de l'autre. Mais après, comment l'institution accompagne tout ça? C'est pour ça quand je disais en fait que l'institution qui se détache de sa mission et qui se transforme en pouvoir, c'est pas lié tout simplement au fait qu'un primat à un moment donné devient faible parce qu'en fait la maladie le gagne. C'est lié aussi même de son vivant. En fait, cette institution exerce un pouvoir aussi qui peut détourner l'Église de sa vraie mission, et c'est ce qui parfois arrive dans la plupart de nos églises. Les abus existent dans la plupart des églises. Comment lutter contre ces abus? C'est vrai. Malades ou bien portants, ça concerne les malades ou les bien portants. Nous adorons un Dieu fait homme. Et dans cette humanité, il y a des hauts, des bas, il y a de la faiblesse. Homme et Dieu, mais nous accueillons l'humanité aussi. Et la faiblesse fait partie de notre humanité. Et de mon point de vue, l'adaptation de la faiblesse à une fonction aussi importante que celle de pape, il y a un décalage qui n'est pas supportable. Les papes modernes ne sont plus les papes de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Les papes modernes ont une fonction gestionnaire, juridictionnelle, politique. Ils doivent être médiatiques. Vous parlez de fonction, moi je parle de mission. C'est pas la même chose. Oui, mais ils doivent être un primat, à leur fonction. Un saint synode n'est pas un conseil d'administration, et un primat d'église n'est pas un président de conseil d'administration. Il y a cette double dimension qui est une tension. Je ne dis pas en fait que c'est une vraie tension, et cette tension en fait elle peut être à la fois, il y a beaucoup d'ambivalence dans la tension, mais on ne peut pas détacher la tension divino-humaine, en fait, à la fois dans toutes les fonctions. Même un prêtre, aujourd'hui, quand il se humanise totalement et il oublie, en fait, cette double tension, il est dissous, il est dilué. Et donc, que serait-ce au niveau, je dirais, de celui qui doit être l'exemple de l'Église, celui qui conduit son peuple? C'est un peu comme Moïse, quelque part, qui doit conduire un peu son peuple. Mais est-ce que, et une dernière question sur le sujet, est-ce qu'en fait, on n'est pas victime de la société médiatique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pape, la papauté, d'un certain point de vue, n'est pas du tout en danger, en tout cas d'un point de vue médiatique, pas du tout, parce qu'elle focalise les regards du monde entier, elle personnalise aussi beaucoup, et d'autres religions peut-être gagneraient à être représentée, incarnée par une figure qui peut être médiatisable. C'est vrai. Et donc vous avez l'air de dire, Anne Soupa, en fait on est tellement médiatisé quand on est pape, on est tellement soumis à cette pression-là que on est bien obligé de renoncer. À l'époque de la Renaissance ou du Moyen-Âge, la question ne se posait pas en ces termes. Ce n'est pas du tout un problème uniquement médiatique, c'est un problème pastoral aussi. Parce que le pape est le curé du monde. Le pape est le curé du monde. Il a une aura morale extrêmement forte. Bon, et il doit pouvoir maintenir cette aura morale. Il suffit pas d'être visible par les médias. Mais on parle pas en fait de la vie de François. Justement, parce qu'on parle en fait des avis des uns, de mon avis, l'avis d'Anne, mais que dit le pape François? Le pape François, en fait, il s'inscrit pas du tout dans cette vision, et il veut aller jusqu'au bout de sa mission. On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'a pas critiqué ouvertement, disons, l'acte de renonciation de Benoît XVI, mais il l'a pas approuvé non plus. Donc la question reste ouverte. Et s'il était dans cette fragilité, parce qu'il l'est depuis un certain temps, et tout le monde le sait, et lui, le premier, il le sait, et ses médecins le savent, il aurait dû prendre aussi ses dispositions s'il s'inscrivait dans cette vision-là. C'est jamais stable, ça évolue. Donc quand on justement, a un petit, après c'est la question où on met le curseur. Qui va juger de ça? Tant que la tête fonctionne. Vous et moi, qui va juger de cela? Bien sûr, dans les églises orthodoxes, on a en fait parfois des dispositions. Quand un primat devient tellement, je dirais,
en absence de physique et morale et spirituelle, en absence totale, je dirais, d'incapacité prouvée et attestée. Il y a parfois des dispositions, comment en fait des médecins peuvent être nommés par le Saint-Synode pour justement acter et attester cela. Mais en dehors de ces cas qui sont très exceptionnels, ça n'existe pas. Après, en fait, c'est une tension interne de celui qui a été élu en tant que tel. Retour à la politique française pour les minutes qui nous restent. Anne Soupa, vous aviez une réflexion, je ne veux pas vous... Non, je vous en frustrer. prie, je vous laisse avancer. Allez-y, je vous en prie. Non, avancez, c'est bien. Bon, écoutez, on avance. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Le sujet est loin d'être clos. Les Français sont-ils très majoritairement pour une politique plus ferme sur l'immigration ? C'est l'un des sujets que nous avons sélectionnés pour ce débat et les minutes qui nous restent, on va consacrer à cette question. C'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui expose beaucoup cette question. Les études d'opinion témoignent d'une réalité, semble-t-il, plus nuancée selon certains experts. En tout cas, sur l'immigration, 70% des Français sont d'accord avec moi, dit le ministre de l'Intérieur. Il l'a dit à Valence vendredi dernier. Et donc, cette proportion de 70% des Français peut laisser perplexes certains. Elle peut aussi susciter des questions. Qu'est-ce que cela signifie ? Certains parlent du refrain des 70%. Bruno Retailleau le décline depuis son arrivée à Beauvau en septembre en affirmant s'appuyer sur plusieurs sondages, plusieurs publications, plusieurs instituts. Qu'en est-il réellement ? Anne Soupa, Carole Sabat. Anne. Moi, je crois que le vrai problème est un problème d'intégration. Est-ce que nous avons fait ce que nous devions pour que ces personnes venues de l'étranger soient bien intégrées en France ? Quand je pense qu'on n'a pas imposé la langue française d'entrée de jeu, je suis très choquée parce que ça commence par ça. Tant qu'on ne maîtrise pas la langue, tant qu'on ne se sent pas intégré, et les femmes en particulier, beaucoup ne parlent toujours pas le français. Ça me choque beaucoup. Donc moi, je mettrais l'accent sur l'intégration et je crois que ça changerait les sondages si ces personnes étaient mieux intégrées. C'est un premier point. On peut continuer à là aussi, discuter. les médias jouent un grand rôle, parce que vous pouvez très bien vivre en France en regardant des télévisions qui parlent votre langue, sans jamais pratiquer la langue du pays. Comme d'autres télévisions aujourd'hui aussi qui parlent les langues des différents pays, etc. Non, moi je suis d'accord avec Anne sur la question de l'intégration qui est capitale, mais la question en fait qui se pose, est-ce que le logiciel de l'intégration de la France en fait fonctionne toujours ? C'est ça la vraie question. Parce qu'on a aujourd'hui des problèmes de gouvernance politique. La 5e République est retombée en 4e et on ne sait pas, on est dans une instabilité politique en fait qui permet de faire un peu, comment dire, aiguiser un peu les fractures qui existent, les fractures sociales. Il ne faut pas oublier que Chirac a parlé de ces fractures, et même avant lui, mais qu'ont fait les gouvernements depuis en fait pour redresser la situation. Aujourd'hui, on se retrouve dans un climat qui est très tendu. Il y a des crises identitaires, en fait, il y a des tensions ethniques, il y a des tensions communautaires. On voit très bien que la vraie menace, je dirais, pour la France et pour son système d'intégration, c'est la communautarisation. Moi, je l'ai vécu au Liban, j'ai vu comment en fait la valeur nationale a été égratignée petit à petit et mangée par la valeur communautaire, et qui à un moment donné a inversé, je dirais, la primauté. Moi, je ne dis pas que la valeur communautaire ne doit pas exister. Il y a un effet mécanique dû au nombre ? Au nombre, à différentes choses, au problème que la République en fait est atteinte, etc. Et quand il y a une inversion, c'est-à-dire que la valeur communautaire devient la valeur qui en fait pilote un peu les choses, et la valeur nationale se dilue. Et on est dans ce climat-là. Alors, comment redresser la situation ? Je pense que la France n'est pas un petit pays, c'est une grande nation, c'est une nation qui a un récit national, et la question de la langue est très importante. Mais, à mon avis, il y a un vrai problème de la gouvernance politique qui doit donner en fait le là. C'est-à-dire, lorsqu'on s'inscrit dans un récit national, comme disait Paul Ricoeur, ça ne veut pas dire qu'on s'enferme, je dirais, par rapport à toute évolution de la France. Mais inscrire ça veut dire qu'on l'évolution... s'ouvre par rapport à sa communauté, Tout déjà. à fait, mais s'inscrire uniquement dans l'ouverture de la France, en oubliant complètement les racines de ce qu'était la France jusqu'à aujourd'hui, là aussi, c'est ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement aujourd'hui. C'est un remplacement, pas uniquement de population, mais remplacement des valeurs. L'inversion des valeurs, c'est ça la vraie question. Vous acquiescez à ce constat, Anne Soupa ? Je crois que on a assisté, que la République a renoncé à son système universaliste. C'est vrai. Et elle a cédé devant le communautarisme. Et ça, je crois, comme vous, que c'est une erreur, parce qu'on n'intègre pas avec le communautarisme. On n'y arrive pas.
on suscite des tensions internes et on cultive les oppositions, on n'arrive à rien avec ça, à mon avis. Ouais. Oui. Et là, par exemple, on prépare avec l'Élysée, avec les 120 ans en fait de la loi 1905, en fait, parce qu'on va fêter ça le 9 décembre prochain. Mais moi, j'ai écrit en fait un texte sur la laïcité, comment la laïcité et la communautarisation atteint quelque part la citoyenneté, parce que la communautarisation dilue la personne, elle le transforme en individu qui est un nombre en fait qui complète une communauté, et la communautarisation dilue la citoyenneté, elle l'atteint directement. Donc on est dans un vrai logiciel qui combat aujourd'hui en fait le logiciel de la République, cette communautarisation. Maintenant, si on fait le choix de la communauté plutôt que de la nation, c'est que la communauté vous apporte aussi peut-être des soutiens, une protection, une solidarité, une protection, c'est vrai, un certain confort, c'est humain, des repères que la citoyenneté et que la République, avec ses principes abstraits, ne vous apporte pas, Carole. C'est vrai, mais la finalité n'est pas la communauté. Moi, je dis, en fait, la communauté existe parce qu'elle apporte justement, en fait, ces protections et cette, je dirais, cette sérénité dont on a besoin. Mais la finalité doit rester la citoyenneté dans une République. Sinon, après, en fait, on est dans un système de scission, quelque part, qui se met en place. Bien sûr, la citoyenneté est essentielle. Et quand je vois qu'en Angleterre, on a autorisé les tribunaux musulmans, je ne veux pas les appeler islamiques, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais les tribunaux communautaires à juger des divorces, je suis très choquée parce qu'effectivement, là, l'État perd son pouvoir, il est à la main des communautés. Et ça me paraît un débordement qui est préjudiciable pour la défense même des individus. Où situez-vous la bonne attitude chrétienne, Anne Soupa, dans ce débat? Est-ce qu'il faut être versus communauté ou versus nation? Pour moi, alors, je ne dirais pas nation, je dirais républicain, intégration républicaine. Oui, moi, la République n'est pas à l'opposé de la nation, et la nation, en fait, elle est je dirais, l'histoire de la République. La République, c'est une forme, je dirais, d'apogée quelque part de l'existence de la nation. À mon avis, il ne faut pas les opposer, comme il ne faut pas opposer croyance et connaissance. Et aujourd'hui, toutes ces formes d'ambivalence qu'on essaie de susciter et de créer pour créer de la violence à l'intérieur de la société sont vraiment problématiques. Mais il faut voir aussi les tendances de fond. Quand Chantal Delsol parle de l'inversion normative qui s'est installée depuis 14 siècles, en fait, qui aujourd'hui, on est en train de la vivre directement en France. Si on ne regarde pas en tant que chrétien que cette inversion normative, nous, en fait, ça, pas seulement, en fait, les fondements, je dirais, du judéo-christianisme, quelque part, et de ses valeurs, mais ça aussi la République, qui est un prolongement, quelque part, de la nation. Il ne faut pas oublier que la Révolution française, même si certains considèrent, en fait, que l'Église a été attaquée, etc., mais les valeurs de la République sont des valeurs chrétiennes, liberté, égalité, fraternité, et c'est des valeurs qui ont continué. Mais même avec la Révolution, l'inversion normative n'a pas eu lieu, alors qu'elle est en mouvement aujourd'hui, avec toutes ces réformes sociétales qu'on est en train de vivre. Et donc ça pose évidemment les bases d'une nouvelle société. Complètement. Nouvelle ontologie, nouvelle morale. De nouvelles valeurs. Nouvelles valeurs, il faut pouvoir être présent dans ce monde-là. Anne Soupa, un dernier mot peut-être sur ce on est là sur un autre sujet, peut-être. Qui n'est pas celui de l'immigration, mais non. Carole a l'air de supposer qu'en fait le brassage généralisé, si on peut dire, amène forcément une recomposition. C'est sûr, mais je crois que le christianisme, dans ce contexte de bouleversement, est une force, une vraie force, et que nous avons la chance d'être chrétiens parce que nous avons une colonne vertébrale, nous avons une solidité interne qui, je crois, nous rend capables d'affronter ces changements. Un dernier mot sur, en soi, les 70% des Français qui disent qu'il y a trop d'étrangers. 70%, c'est l'élément de langage de Bruno Retailleau. Ça vous paraît... C'est à mon avis... C'est un élément de langage politique. Comment l'interprétez-vous? C'est un élément de langage politique, un élément de communication, mais qui n'est pas loin de la réalité. Quand Bayrou a parlé de submersion, c'est un sentiment de submersion. Exactement. C'est-à-dire il y a beaucoup de Français qui vivent ce sentiment. Est-ce que ça correspond à la réalité profonde, je dirais, en fait, d'une vraie menace? Là, en fait, il y a ces sujets à débat. Mais peu importe, in fine, c'est le gouvernement et le politique doit anticiper même sur les sentiments de peur, sur les sentiments de submersion, sur les sentiments de risque. Parce que ces sentiments, s'ils continuent à s'accumuler, après, en fait, ça crée quelque chose de vraiment solidifié. Il faut déjà les verbaliser, les sentiments. Absolument, tout à fait. Oui, un sentiment, ça se modifie facilement dans le temps. Bien sûr. Donc, il faut travailler à la modification des sentiments. Je crois que c'est important. Oui.
les exprimer, les identifier pour travailler à la modification des sentiments. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne Soupa, écrivain, bibliste, et Carole Sabat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et avocat. Le grand débat, vous pouvez y participer tous les matins, direct@radionotre-dame.com et direct@rcf.fr tous les matins entre 9h et 10h. Nous passons au crible l'actualité, une sélection de sujets. On se retrouvera évidemment demain à partir de 9h10. Excellente matinée en notre compagnie.